Ce que l'on appelle l'inclusion systématique, hein, c'est l'inclusion d'abord, ça concerne, il s'agit de mettre dans des classes ordinaires des élèves en situation de handicap. Alors, l'inclusion, Force ouvrière n'est pas opposée à cette inclusion, hein. En fait, c'est une très bonne chose. En revanche, ce qui s'est passé avec le temps, et c'est ce que l'on craignait assez tôt, c'est que les moyens pour que cette inclusion se passe bien ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Et malheureusement, parce que c'est dommage pour tout le monde, on a maintenant, et de plus en plus, des élèves en situation de handicap qui ne peuvent pas être en milieu scolaire ordinaire. C'est vraiment dommage pour ces élèves en situation de handicap qui souffrent à l'école, qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'être en établissement spécialisé. Alors, concrètement, parfois, ce sont des élèves qui font des crises à longueur de journée, on parle d'inclusion, mais qui sont finalement exclus parce qu'ils ne peuvent pas faire du tout le même travail que leurs camarades. Sont des élèves qu'il faut canaliser. Parfois, nous, on a au syndicat, on a des collègues qui nous appellent parce que pour qu'un élève soit contenu, il faut être 3-4 adultes. Donc, il y a la souffrance de l'élève en situation de handicap, la souffrance, ou en tout cas les difficultés de travailler dans de bonnes conditions pour ses camarades. Moi, ce que je crains, c'est qu'ils aient une image négative de cette inclusion et de la personne, qu'on a des alertes, qu'on est alerté par des personnels qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent plus et qui nous appellent au secours parce que quand ils alertent leur hiérarchie, ils voient très bien qu'il n'y a pas de réponse. Mais il y a une forme d'impuissance. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais effectivement, compte tenu des moyens qui sont donnés, il est effectivement difficile de trouver des réponses. On demande plus de places, plus de postes dans les établissements spécialisés, alors médico-sociaux. Il y a une loi qui date de 2005, qui a introduit l'inclusion des élèves. D'abord, on ne parlait pas d'inclusion, on parlait d'intégration. Bon, c'était l'élève en situation de handicap qui devait s'adapter, voilà. Et puis petit à petit, on est allé vers une école dite inclusive. Et en fait, il y a une dérive qui n'est pas arrivée à son terme. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, on est arrivé au bout du bout, ça ne peut pas s'aggraver, mais c'est bien ce qui est prévu. Quand un élève est en situation de handicap, jusqu'à présent, c'était la MDA, la maison de l'autonomie, qui décidait des besoins de l'élève. Avec une nouvelle loi qui est passée, et on demande à ce que cette loi soit retirée, ce sera l'Éducation nationale elle-même, le ministère de l'Éducation nationale, qui décidera des besoins des élèves en situation de handicap. Donc ce sera le payeur qui décidera des moyens que l'on doit donner pour les élèves en situation de handicap. C'est par exemple combien cet élève a besoin de combien d'heures de présence de l'AESH à ses côtés pour qu'il puisse progresser. Puisque c'est le ministère qui décidera des moyens, des besoins des élèves, on craint très très fort qu'au final, on minimise ces besoins pour qu'il y ait moins de moyens à libérer, Voilà. Au bout du bout, l'idée est de fermer les structures spécialisées pour les intégrer, pour les mettre dans les écoles. Et donc l'idée, c'est que ces élèves qui sont aujourd'hui en IME, en ITEP, et qui parfois ont des troubles vraiment graves, avec de la violence parfois, avec beaucoup de violence parfois, et avec un handicap mental lourd. L'idée, c'est de mettre ces élèves dans les écoles ordinaires et que, de manière ponctuelle, ils puissent intégrer les classes ordinaires. Dans les écoles ordinaires, ce qu'on a déjà et qui est très répandu, ce sont les ULIS. Il n'est pas simple de faire garder ces élèves dans les autres classes, parce que, par exemple, on va dire que dans une classe de 25, si on doit garder 2-3 élèves de plus, qui en plus ne sont pas du même niveau, ça devient très vite assez compliqué.
Et quand c'est en Ulysse, quand ce sont des élèves en situation de handicap qui sont concernés, ça devient très 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 compliqué. Et on demande aussi un statut pour les AESH, puisque ce sont des femmes très 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 majoritairement, encore bien plus majoritairement que dans l'enseignement. Ce sont très souvent des femmes, parfois qui élèvent leurs enfants seuls et qui ont un salaire, donc qui n'ont pas de statut et qui ont un salaire très très bas, en deçà de 1000 € par mois, hein, et on demande aussi à ce qu'elles aient un salaire qui leur permette de vivre dignement. Le statut n'a pas évolué. En revanche, il peut être attaqué, et je vais faire un lien directement avec la question des salaires. De manière sournoise, on considère qu'il est attaqué. Et ces dernières années, de plus en plus souvent. Alors, il y a le pacte PACTE qui a été mis en place par le gouvernement et qui, aux yeux du gouvernement, est une revalorisation, il considère ça comme une revalorisation salariale. Or, on en est aujourd'hui à 27% de perte de pouvoir d'achat depuis l'année 2000. 27%. C'est avec l'inflation actuelle qui galope. Alors très souvent on demande au moins immédiatement une augmentation du point d'indice de 10% et une ouverture de négociation. Bon, mais pour l'instant on n'a rien de tout ça. Et le pacte qui est considéré par le gouvernement comme une revalorisation salariale consiste à faire des heures supplémentaires. En revanche, ce pacte pose plusieurs problèmes. C'est pas une revalorisation puisqu'on demande de travailler plus. C'est nier la charge de travail des enseignants. Il est reconnu que en moyenne, un enseignant du premier degré travaille 42 heures. Cette revalorisation salariale, qui n'en est pas une, et en tout cas se fait sous forme de primes, qui ne seront pas prises en compte pour la retraite. Compte tenu de cette perte de 27% de pouvoir d'achat depuis l'année 2000, on comprend que les enseignants se saisissent de cette opportunité, de cette possibilité. Et en revanche, là, ça pose un autre problème d'ordre peut-être plus philosophique, c'est que ça crée des divisions entre les collègues. Mais j'ai rencontré un collègue du premier degré et je lui ai dit « Mais comment tu vas faire pour être au collège à 4h30 puisque toi, tu termines à 4h30 ?» Il dit « Non, mais on s'est arrangé. Il est convenu que j'arrive environ à 5h moins le quart. » Et je dis, et alors, les élèves, de 4h30 à 5h moins le quart, comment ça se passe? Ah ben, il y a des AED, ce qu'on appelait à une époque les pions, qui gardent les élèves jusqu'à 5h moins le quart. C'est qu'il y a aussi un mensonge qui est fait aux parents et aux élèves. C'est qu'au lieu d'avoir 1 heure de soutien, ben on est déjà plus qu'à 3/4 d'heure. Et que je sache, on est payé pour faire cette heure de soutien, mais pas pour la préparer aussi. Il y a beaucoup de femmes dans l'enseignement. Énormément, hein. Dans le premier degré, en Isère, on est à 87% de femmes. Bien souvent, ce pacte est organisé le mercredi matin. Et est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui peuvent se libérer le mercredi matin pour aller faire du soutien au collège?